suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir continuer un dialogue avec le Canada, un dialogue que une collègue à vous m'a invité, m'a initié, dans lequel elle m'a initié. Je pense bien sûr ici à Guylaine Demers, avec qui il y a 2 ans et demi, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et avec qui je me suis initiée progressivement à cette question du leadership féminin. Ce n'était pas ma thématique prioritaire jusque-là. J'étais plutôt concentrée sur les pratiquantes sportives. Et grâce à Guylaine et la rencontre qu'on a faite dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, je me suis effectivement intéressée de plus en plus à cette question. Et donc, ce n'est pas vraiment en tant qu'experte de ce sujet-là, mais plutôt de la question de la place des femmes de façon générale dans le mouvement sportif français. Et donc, continuer cette discussion, cet échange autour effectivement de la politique des quotas. Donc, quelques mots tout d'abord pour situer effectivement et introduire mon point de vue. Donc, je suis universitaire à Lyon 1 en STAPS et donc j'ai travaillé sur les femmes dans le mouvement sportif, les femmes alpinistes, les femmes escrimeuses, les footballeuses, mais aussi le rôle des cours d'éducation physique dans la construction ou la déconstruction de l'ordre du genre, comme on appelle ça, et donc la façon dont ce système façonne des inégalités entre les hommes et les femmes. Alors, sans plus tarder, donc, une petite introduction, diapo suivante, s'il vous plaît. Pour effectivement préciser donc, la question des inégalités, bien sûr, en France se pose activement. Et donc, la question de l'histoire des femmes dans le sport, c'est avant tout l'histoire d'un combat. Un combat, effectivement, au cours du XXe siècle, pour lutter contre des inégalités d'accès aux institutions et aux compétitions sportives. Il faut bien sûr rappeler rapidement que les femmes n'ont pas trouvé leur place, n'ont pas été invitées à participer et à être inscrites dans les fédérations sportives de plein droit et dans la même temporalité que les hommes, et qu'il a fallu effectivement qu'elles se battent pour pouvoir, par exemple, être licenciées au sein de la Fédération française de football, le soccer chez vous, où il faut attendre 1970 pour qu'elles puissent avoir le droit de prendre une licence sportive, ou plus récemment au sein de la Fédération française de boxe, donc il faut qu'elles attendent 1997. Donc, ces difficultés-là à intégrer, à accéder aux institutions, on le retrouve aussi à travers les compétitions. Il échappera à personne que, par exemple, il faut attendre 1992 pour voir des femmes participer à une épreuve de judo aux Jeux Olympiques, ou 1984 pour voir des femmes courir le marathon. Donc, voilà. Donc, inégalité d'accès aux institutions et aux compétitions, mais aussi inégalité de traitement. Et ça continue toujours dans la question des salaires, dans la question des moyens en termes d'encadrement technique, en termes d'espace, de matériel même aussi, qui est destiné aux sportives. De nombreuses études montrent qu'il y a encore d'importantes inégalités de traitement une fois qu'elles sont dans le système. Et puis, bien sûr, inégalité de reconnaissance, et notamment reconnaissance médiatique. La couverture médiatique du sport pratiqué par des femmes en France est autour de 15-18% par rapport aux émissions donc, télévisées et à la couverture médiatique de type presse. Donc, c'est extrêmement minoritaire. Donc, vous voyez sur la droite qu'il y a quelques chiffres là pour vous montrer l'évolution qui est en fait assez récente de la place des femmes dans le mouvement sportif français. Elles étaient 9% à être licenciées en 1967. Elles sont, il y a le dernier recensement en 2017, 38,3%. Ça a sans doute un petit peu diminué du fait du Covid, mais voilà les chiffres qu'on a actuellement. Diapo suivante. Donc, face à ces inégalités, face à cette difficulté pour les femmes à intégrer le mouvement sportif français, eh bien, leur histoire, c'est aussi l'histoire d'un processus d'innovation qui s'est fait en 3 temps. Et je ne développerai pas trop là-dessus, ce n'est pas l'enjeu, je vais me focaliser sur le dernier point. Le premier temps du combat des femmes, ça a été un combat en fait d'actrices isolées, c'est-à-dire qu'on repère dans l'histoire du sport français et de ses sportives, bien voilà, quelques femmes alpinistes, quelques footballeuses qui cherchent
à contredire un petit peu ces interdictions et qui, de façon très isolée, vont se battre effectivement pour trouver leur place dans le système. Deuxième étape, c'est ces femmes qui vont sortir de l'isolement et qui vont commencer à se réunir un petit peu entre elles. C'est le cas notamment de ce qu'a initié Alice Milia avec la Fédération sportive internationale donc en 1921, où il s'agit de réunir les sportifs du monde entier pour créer un mouvement international qui va contredire la politique d'exclusion menée par le CIO et sous l'initiative de Pierre de Coubertin pendant tout le début du XXe siècle. Donc, des engagements collectifs. Et puis, plus récemment, à partir des années 80, 1980, seulement en France, un processus d'institutionnalisation de ce combat. C'est-à-dire que la question de la cause des sportifs devient une cause nationale. Et c'est autour des années 1980-1990 qu'on voit l'État français commencer à s'engager sur cette question-là. Donc, c'est sur ce point-là en particulier que je vais me concentrer sur la suite de cet exposé, en vous présentant l'une des actions menée par l'État pour effectivement promouvoir l'engagement des femmes dans les postes de leadership. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, on va se concentrer sur une période assez récente, 1998-2022, et donc sur une dynamique qu'on appelle les lois dites de parité. Vous allez voir qu'elles n'ont pas été de parité immédiatement. Il a fallu presque 20 ans pour qu'elles s'installent, mais je vais d'abord vous resituer un petit peu les grandes étapes de ces lois, et puis ensuite on en discutera les effets et les limites. Diapo suivante. Donc, la question de la parité homme-femme en politique, et donc dans le système politique français de façon générale, là je ne parle pas du mouvement sportif, on peut dire que si les débats autour de la parité émergent en France dans les années 1970, c'est seulement en 1990, donc au cours de la décennie 90, qu'on voit réellement des mobilisations importantes autour de cette question de la parité homme-femme dans les mandats électoraux et donc en politique de façon générale. Alors, c'est 1993, 3 événements un peu symptomatiques. 1993, avec la publication d'un ouvrage de politologues, Françoise Gaspard, Anne Le Gall et Claude Servan-Schreiber, qui publie Au pouvoir citoyenne en 1992. Pardon, j'ai fait une erreur en disant 93. Ensuite, c'est un manifeste. En 1993, c'est un manifeste, le manifeste des 577 pour une démocratie paritaire, qui est publié dans un grand journal français qui est Le Monde. Et puis, 3 ans plus tard, c'est l'Express, un autre journal, le 6 juin 1996, qui met en place aussi un manifeste, le manifeste des 10 pour la parité. Si bien qu'au moment des élections présidentielles de 1997, eh bien, Lionel Jospin va mettre cette question de la parité à l'agenda politique et une fois Premier ministre, il va effectivement mettre en place une révision de la Constitution et l'article 1 de la Constitution qui va permettre, qui va engager ce principe de parité, d'égalité homme-femme. Et puis en 2000, la loi dite de parité qui va proposer l'égal accès sur les scrutins, donc des listes électorales. Alors, cette loi, elle est extrêmement imparfaite et elle va, vous le voyez sur les étapes d'après, devoir être aménagée. D'abord, le principe d'égalité sur les listes électorales faisait que les hommes étaient en tête de liste, les femmes en tête de liste et donc très rarement les femmes élues. Donc en 2007, elle va évoluer avec le principe de l'alternance. Il faudra dorénavant, sur les listes électorales, systématiquement une alternance entre un homme et une femme. Et puis en 2008, il va y avoir une extension de cette loi vers d'autres domaines que la politique de façon générale, et donc une extension de la loi vers les responsabilités professionnelles et sociales, permettant effectivement au principe de parité d'arriver dans les organisations autres que politiques. 2011, avec la loi Copé-Zimmermann, c'est une extension de ce principe donc de parité, de ce principe d'égalité dans les conseils d'administration des entreprises de plus de 500 salariés, avec les premiers prémices de quotas. C'est à partir de 2011 qu'on voit effectivement des quotas arriver, 20% dans un premier temps de femmes dans les conseils d'administration, puis dans les années qui vont suivre, on va monter à 40%.
2012, ces mêmes principes sont étendus à la fonction publique, fonction hospitalière, fonction territoriale publique, à l'enseignement supérieur en 2013. Et puis, plus récemment, vous le voyez, en 2014, c'est la loi de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes qui va proposer ce même principe de parité, cette fois-ci avec une extension donc, au mouvement sportif et au conseil d'administration des mouvements sportifs. Diapo suivante. Alors, dans le monde du sport, vous avez vu déjà au regard de cette chronologie, il y a un certain décalage temporel. Les débats sur l'accès des femmes aux fonctions de dirigeantes vont être d'abord plutôt discrets, pour ne pas dire laborieux, et il va falloir une quinzaine d'années pour que le terrain sportif se prépare finalement à cette idée d'encourager, de promouvoir l'égalité dans les fonctions dirigeantes du mouvement sportif. Alors, c'est la ministre des Sports, donc, qui est ministre des Sports sous le gouvernement de Lionel Jospin, donc, qui va initier, commencer à préparer un petit peu ce terrain lors des assises Femmes et Sport qu'elle organise en 1999, les premières assises autour de cette thématique, et qui va donc proposer non seulement de favoriser l'accroissement du nombre de pratiquantes, mais aussi qui va déplacer le regard en proposant d'encourager la participation des femmes à la vie sociale et à la vie citoyenne. Et donc, l'année suivante, elle va proposer que l'agrément, donc vous savez, l'agrément, c'est le lien qui unit l'État avec les fédérations sportives par des principes de subvention financière. L'État français accorde d'importantes subventions aux fédérations sportives françaises. Et donc, il y a un lien d'agrément. Eh bien, cette ministre va proposer que ce lien soit conditionné à l'engagement d'une réflexion et d'action en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour autant, pas de quotas, pas de chiffres, pas de sanctions en cas de non-respect de ce principe. On est sur une loi qui va plutôt préparer le mouvement sportif à cette perspective. Diapo suivante. 2004, le ministre en charge des sports, donc Jean-François Lamour, qui va passer un cap supplémentaire en proposant, lui, le principe de la proportionnelle. Donc, il va proposer au conseil d'administration des fédérations sportives qu'il y ait un équilibre entre le nombre de licenciés, de femmes licenciées dans le mouvement sportif, et le nombre de femmes dirigeantes dans les conseils d'administration, avec ce principe de la proportionnelle. Eh bien, s'il y a 10% de femmes licenciées, je dis ce chiffre au hasard, mais c'était le cas de nombreuses fédérations sportives encore à cette époque, parmi les pratiquantes, eh bien, il devra y avoir 10% de femmes dirigeantes dans les conseils d'administration. Alors, cette loi avait pour avantage, effectivement, de commencer à fixer quelques chiffres. Par contre, quand on sait qu'à cette époque-là, il y a seulement 5-6 fédérations qui ont plus de 50% de femmes parmi leurs licenciés, on voit qu'en fait, il y a énormément, et la majorité des fédérations, il y a une sous-représentation des femmes parmi les pratiquantes, et du coup, il y a une sous-représentation des femmes très forte parmi les dirigeantes. Et on sait que quand une minorité est trop en minorité, ça ne permet pas vraiment de rentrer dans le débat et de faire évoluer les choses. Donc, cette loi, elle ne permet pas réellement de faire avancer la place des femmes dans les fonctions dirigeantes et du coup, de façon générale, la promotion du sport pour les femmes. Diapo suivante. Il faut attendre donc 2014 pour que Najat Vallaud-Belkacem, qui va être un moment, on va avoir la chance d'avoir cette ministre qui va avoir deux portefeuilles, comme on dit en France, qui va avoir à la fois le portefeuille des sports et à la fois le portefeuille des droits des femmes. Et du côté des droits des femmes, elle va porter une loi extrêmement importante en France, qui est la loi donc du 4 août 2014 de l'égalité réelle. Et dans cette loi, il y a des principes de quotas qui vont être vraiment imposés, non seulement aux entreprises et au mouvement social, mais aussi pour la première fois donc au mouvement sportif. Ces quotas sont les suivants. Si une fédération a moins de 25% de femmes pratiquantes parmi ses licenciés, eh bien dans ce cas-là, elle doit avoir un minimum de 25% de femmes parmi ses dirigeantes. Donc, j'ai commencé par la deuxième ligne. Et par contre, si une fédération a plus de
20% de licenciées pratiquantes, eh bien, elle doit avoir un minimum de 40% de femmes dirigeantes. Donc, c'est une loi qui est importante parce qu'en fait, pour la première fois, elle va autoriser à une bonne partie des fédérations sportives, elle va les obliger, non pas seulement les autoriser, elle va les obliger à effectivement à sortir de cette zone dans laquelle ils s'étaient un peu installés autour des 10-15% de femmes dirigeantes pour les forcer à atteindre cet objectif donc de 40% pour la plupart d'entre elles. Diapo suivante. Et enfin, tout récemment, et on reviendra tout à l'heure peut-être au moment des effets sur ce qui avait fonctionné et ce qui n'avait pas fonctionné. Très récemment, la ministre donc, en charge des sports actuellement, Roxana Maracineanu, a fait l'étape ultime en faisant voter donc, le 24 février 2022 une loi pour la parité parfaite dans les instances dirigeantes donc des fédérations sportives donc au niveau national à l'échéance de 2024. Donc pour l'Olympiade 2024, toutes les fédérations sportives françaises et leurs conseils d'administration devront être paritaires, 50-50, et ce principe va être étendu aux conseils d'administration des structures, comme on dit, décentralisées, donc dans les régions françaises pour 2028. Donc là aussi, 2 temps. Et elle a aussi proposé de réduire le nombre de renouvellements de mandats. C'est-à-dire qu'à partir de cette loi, les dirigeants français ne pourront faire plus que 3 mandats maximum en poste, donc 12 ans, ce qui est encore beaucoup, hein 12 ans dans le poste, mais c'est déjà une étape parce qu'on avait effectivement un certain nombre de dirigeants qui étaient installés, vraiment installés dans leur siège à la tête des fédérations. Diapo suivante. Donc là, on voit, j'ai essayé de vous montrer avec quelques étapes comment on est passé d'un principe très vague, très général, posant cette question, cette préoccupation de l'égalité, à une première étape qui a été cette loi dite de proportionnelle, et puis une dernière étape, cette loi de parité. Alors, quels en sont les effets ? Premier effet qu'on peut déjà observer, même si il y a que moins de 10 ans hein, pour l'instant de recul, je vous rappelle, 2014, et on a eu donc 2 Olympiades pour mettre en place ce principe 20-40, et c'est seulement à partir de 2022 et plus que la parité parfaite s'appliquera. Premier effet, c'est qu'il y a une progression déjà quantitative qui est très nette, très significative. On a donc une vraie évolution dans les instances dirigeantes, dans les conseils d'administration français, et ça, toutes fédérations confondues. Vous voyez ici sur ce tableau, en France, on a pour habitude de catégoriser nos fédérations en 3 blocs, les fédérations olympiques, les fédérations non olympiques et les fédérations affinitaires qui font du multisport et plutôt des pratiques de loisirs en France. Et donc, on voit sur chacune de ces lignes, si on regarde juste ici, alors je ne peux pas vous montrer avec mon curseur, mais peut-être que Florence, vous pouvez le faire, le taux de féminisation en 2009, total, toutes fédérations confondues, on était à 24% de femmes dans les conseils d'administration. Et vous voyez donc tout à droite qu'on est passé donc là en 2021, donc sur les mandats actuels, on est à 38,5% de femmes qui sont donc dans les instances, dans les conseils d'administration. 38,5%, ce n'est pas encore tout à fait donc les 40% fixés, mais on est assez proche et en tout cas, c'est quasiment le principe de proportionnel parfait, c'est-à-dire qu'on a 38,3% de femmes licenciées dans le mouvement sportif français. Et donc, vous voyez qu'il y a l'équivalent de femmes impliquées dans les conseils d'administration. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas les 40%? Parce que parmi ces fédérations, il y en a certaines qui ont moins de 20% de licenciés, donc qui ne sont pas tenues à la barre des 40% et qui, du coup, font chuter un petit peu la moyenne nationale. Alors, pour autant, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a constaté cette progression donc quantitative, eh bien, pas mal d'universitaires l'avaient déjà constaté sur les effets de la parité au niveau politique de façon générale, et on va retrouver la même chose dans le mouvement sportif, c'est que finalement, ces résultats sont un peu ambigus et il faut les regarder d'un peu plus près. Il y a un effet un peu trompe-l'œil, hein, comme nous rappelle Catherine Achin et Lévesque en 2014, et on va le voir avec la diapo suivante. Alors, tout d'abord, vous avez repéré
Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Vous avez repéré que les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction du type de fédération. Dans les fédérations olympiques, le pourcentage de femmes dirigeantes était bien plus faible que dans les fédérations affinitaires. Donc, déjà, on voit qu'en fonction des secteurs d'intervention de ces fédérations, il peut y avoir quelques décalages. Mais là où c'est encore plus flagrant, c'est quand on regarde en fait les fonctions qu'occupent ces femmes au sein des conseils d'administration. Certes, elles ont intégré ces conseils d'administration, mais la plupart du temps, elles sont privées d'accès au pouvoir. Donc, elles sont privées des postes décisionnels dans ces fédérations. Alors, regardons ensemble la ligne et le total du nombre de présidentes de fédérations, qui est peut-être le poste un peu ultime dans la prise de pouvoir du mouvement sportif. Elles sont 19 aujourd'hui à être présidentes donc, de fédérations olympiques, non olympiques ou affinitaires, ce qui représente 18,1% des présidents et présidentes, toutes fédérations confondues. Donc, vous voyez qu'on est loin là du 38,5%. Dans les fonctions de présidente, on a un décrochage net. Alors que sur les fonctions de secrétariat général, eh bien, elles sont 39, soit 37,1%. Donc, en fait, on retrouve un phénomène classique, qui est ce phénomène de plafond de verre. Plus il s'agit d'accéder en fait aux postes importants de prise de décision, et plus les femmes sont rares et minoritaires. Et puis, on a aussi un effet qu'on appelle en sociologie de paroi de verre, c'est-à-dire qu'elles sont, lorsqu'elles intègrent les conseils d'administration, elles sont souvent cantonnées à des secteurs dits féminins, avec des discours très naturalisants, très essentialisants autour de leurs dites compétences, prétendues compétences. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en charge des questions de féminisation, des questions de la jeunesse ou de l'enfance, voire des questions aussi du handicap. Donc, des secteurs d'intervention qui nous rappellent à quel point elles peuvent être cantonnées parfois dans les tâches du soin, l'attention et le soin apporté aussi aux autres, les métiers du care. Donc, une reproduction finalement d'un certain nombre de stéréotypes qui les cantonnent, qui les sectorisent à des espaces assez limités et surtout des espaces dans lesquels il y a peu de prise de pouvoir et d'enjeux, qu'ils soient médiatiques ou politiques, qui se jouent. Donc, il y a une entrée effectivement manifeste des femmes, mais une entrée contrôlée qui se fait. Diapo suivante. Alors, les sociologues ont aussi montré, et ça avait déjà été le cas dans le cas de la politique, qu'il y a une forme finalement de stratégie de contournement qui s'opère un petit peu malgré cette loi des quotas. Comment est-ce que les fédérations parviennent à maîtriser l'arrivée des femmes? Et bien notamment avec quelques figures un peu symboles, quelques figures emblématiques qui constituent un peu l'arbre qui va cacher la forêt. Donc, c'est Brigitte Henriquez, c'est une femme qui est devenue là récemment en 2021 présidente du Comité national olympique français. Donc, c'est pas rien. Et donc, on a à côté d'elle 3 femmes aussi qui sont devenues présidentes de fédérations olympiques, que vous retrouvez là, qui sont des femmes qui sont assez emblématiques, qui sont valorisées sur le plan médiatique, mais qui malheureusement ne suffisent pas à cacher un certain nombre de défaillances et de faiblesses qu'il peut y avoir encore dans le mouvement sportif. Diapo suivante. Alors, moins de femmes, effectivement, dans les postes décisionnaires, moins des conditions d'exercice qui sont plus difficiles et qui contribuent en fait à ces stratégies de contournement que j'ai évoquées tout à l'heure. On sait, par exemple, en France, que les campagnes de candidature au poste de présidente, mais aussi à l'accès au conseil d'administration, les campagnes de candidature sont très difficiles. Voilà, avec des propos sexistes, des formes de dissuasion implicite qui se jouent, des interruptions, des prises de pouvoir lors des échanges, lors des débats, des interruptions, des prises de pouvoir sonores ou parfois physiques qui peuvent se jouer. La question des réseaux aussi sont très importants. C'est que les femmes ont été moins socialisées à la question des réseaux. Et bon, beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là et contribuent en fait à dissuader
l'arrivée de ces femmes dans les instances dirigeantes. Et puis, on remarque aussi encore en France, vous parliez tout à l'heure des moyens qui sont nécessaires pour accompagner ces lois de parité, eh bien, il y a encore assez peu finalement d'outils d'empowerment pour accompagner ces femmes dans les postes de dirigeantes. Il y a quelques formations qui se mettent en place via une association de promotion du sport pour les femmes qui s'appelle Femix Sport en France, qui met en place des petites actions de formation en direction des hauts potentiels. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, donc des femmes qui sont un peu repérées dans les organisations sportives et encouragées avec du mentorat qui se met en place pour essayer de les accompagner et de les encourager à accéder à ces fonctions. On voit quelques fédérations, dont le CNOS, le Comité national olympique, qui mettent en place des clubs de dirigeantes. Et là, le Comité national olympique français, sous la présidence donc, de Brigitte Henriques, vient de communiquer sur son ambition d'un club des 300 dirigeantes, qui est ce qui manque aujourd'hui au Comité national olympique français pour atteindre la parité parfaite. Donc, il y a des actions, effectivement, d'empowerment qui se mettent en place. Et puis, quelques formations universitaires, on en reparlera peut-être, mais dont à Lyon, on essaye aussi de contribuer modestement à cet accompagnement. Diapo suivante. Alors, pour finir, sur cette analyse des effets à la fois positifs et à la fois des limites, quelques préconisations, si je peux me permettre, et très modestement, de ce qui me semblerait nécessaire en France. D'abord, il faut effectivement lutter contre cette question-là du plafond de verre et des parois de verre. Et il faut absolument qu'il y ait une extension de la loi, pas seulement au conseil d'administration, mais au bureau exécutif. Il faut que les femmes qui intègrent les conseils d'administration soient dans le dernier tiers, le bureau exécutif, c'est-à-dire vraiment là où se passent les décisions, et qu'elles puissent accéder effectivement à des postes qui sont des postes de prise de pouvoir. Je pense aussi qu'à un niveau macroscopique, il faudrait que l'État français accompagne cette loi dite de parité de sanctions. Aujourd'hui, une fédération qui ne tient pas ses quotas, alors elles sont peu nombreuses, l'État a presque atteint son objectif, il y a 5-6 fédérations et elles n'ont pas été communiquées, mais qui traînent encore un petit peu la patte. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement avec des formes de pénalités. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait un travail à un niveau plus mésostructurel, au niveau des organisations en elles-mêmes. Les fédérations ne sont pas encore assez habituées à travailler sur les enjeux de l'égalité. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner, en fait, en termes éthiques, en termes sociaux, en termes de performance? Elles ne sont pas assez sensibilisées à la question de ce qu'il y a à gagner, à travailler avec plus de diversité et plus de parité au sein des institutions. Très peu de formations au leadership des femmes, par les femmes, pour les femmes se mettent en place. Et donc, du coup, on a des obstacles qui sont connus sur le plan sociologique, la question de l'indisponibilité liée à une surcharge du travail domestique et familial qui n'est pas abordée, la question du syndrome de l'imposteur que vous aviez abordé dans le cadre de la première conférence et assez peu abordé dans le cadre des organisations aussi, etc. On pourra y revenir. Travailler au niveau de l'organisation, c'est aussi travailler sur les moments, les temps, les modalités de réunion. Est-ce qu'il y a du distanciel? Est-ce qu'il y a de la garde des enfants? Est-ce qu'on est sur des réunions sur le 19-21 heures ou est-ce qu'on a des réunions planifiées sur un temps de travail plus correct et acceptable? Donc, vraiment travailler à l'interne. Et puis, de façon plus microstructurelle, et ça, la France s'est plutôt engagée à ce niveau-là grâce à quelques associations, dont Femix, un travail donc sur le réseau, la construction des réseaux, du mentorat, du coaching, avec un travail plutôt dans l'entre-soi pour effectivement pouvoir accompagner ces femmes à développer davantage de compétences. Je dis davantage parce qu'elles en ont, mais il faut effectivement les accompagner à prendre plus confiance aussi en elles. Donc, 3 niveaux d'intervention, et ça renvoie en fait tout à fait aux outils qui sont développés chez vous et dont je suis admirative et qui m'inspirent beaucoup en France, les outils qui sont développés notamment par Égal Action et qui jouent justement sur ces différents niveaux, sociétal, organisationnel, interpersonnel, personnel, pour pouvoir vraiment accompagner la parité. Je vous remercie. Et bien sûr, je suis à votre écoute pour quelques questions. Merci beaucoup, Cécile, pour la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement à ce moment-ci.